et puis de pouvoir être en présentiel. J'en ai ras-le-bol de tous ces néologismes différentiels, présentiels, etc. Mais vraiment, ça, je vous assure, regardez, San Pellegrino citron, c'est vraiment appréciable avec tous mes collègues autour de cette table. Et vraiment, on est heureux de se retrouver. Bien sûr, sur Zoom, c'est ce qui nous sauve. Mais pour ceux et celles qui peuvent, vous pouvez encore nous rejoindre puisque ce soir, nous avons un grand dîner en compagnie de grandes personnalités. Et on est heureux en tout cas de pouvoir reprendre ensemble. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Ludovic pour la présentation de notre hôte, de notre invité de marque ce soir. Voilà, une bonne soirée à chacun, chacune. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de muter vos micros. C'est très important. La soirée est aussi enregistrée, elle vous sera envoyée après donc cette intervention de ce soir. Et vous dire que vous pouvez aussi intervenir dans le chat, mais aussi poser des questions, juste dans une troisième partie. Et je crois que Philippe de Saint-Germain, qui est notre interlocuteur privilégié pour poser aussi des questions au général, donc il ne manquera pas aussi de noter quelques petites questions. Voilà, bonne soirée à chacun, chacune. Vraiment une excellente soirée, une bonne bienvenue à chacun. Merci. Merci Saïd. Donc, merci mon général d'avoir accepté c'est notre 11e web cercle ce soir, je crois. Effectivement, dans une configuration que vous voyez un peu particulière, parce qu'on a tenté de le faire. 11e, on est très courageux quand même. Hein, ouais. 11e. Hein. On a voulu le faire totalement en présentiel, mais en fait, c'est encore très compliqué. Les protocoles qui nous sont imposés ne permettent pas ou pas facilement de se réunir, ou dans des configurations qui ne sont pas forcément aisées. Donc, je pense, j'espère que ce sera notre dernier, entre guillemets. Là, on est dans une configuration un peu hybride. On a réuni quelques membres du conseil d'administration autour du général pour rendre un peu ça, je veux dire, cette soirée un peu plus vivante que habituellement avec chacun devant son écran. Voilà, donc nous allons donc ce soir vous proposer donc, ce web cercle. C'est une pensée importante et c'est pour ça qu'on l'a choisi entre les deux tours des régionales. On l'avait anticipé avec le général parce qu'on savait très bien forcément qu'il allait avoir forcément comment dire, beaucoup d'enseignements à tirer de ce scrutin. Et pour cela, en fait, on a réfléchi à savoir qui inviter pour, entre guillemets, nous aider à faire le travail d'analyse, de décryptage. Ben, j'ai pensé au général parce que effectivement, j'avais suivi un peu son engagement. Donc, vous savez, donc, le général donc, a une carrière militaire complète. Hein, donc, il a passé donc, par tous les grades et jusqu'au grade de général. Il a terminé donc, le major général de l'armée de terre. Et donc, à la fin de sa carrière, a choisi, et c'est effectivement c'est une première question qu'on va lui poser, de s'engager en politique. Donc, c'est quand même un parcours et justement un choix qui effectivement nous intéresse de comprendre, parce que on va lui poser ce soir déjà, la première question, c'est pourquoi cet engagement. Mais surtout, en fait, ce qui nous intéressait, c'est forcément son engagement donc aux dernières municipales à Carpentras, donc vous connaissez donc, dans le Vaucluse, dans cette belle région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je pense que pour ce soir, ça va être très riche d'avoir votre témoignage de ce qu'a été cette campagne et les enseignements que vous pouvez en faire aujourd'hui, un retour d'expérience, un peu plus d'un an après cette expérience, et surtout nous aider à faire forcément une analyse aujourd'hui entre ces deux tours des régionales, avec un focus sur la région forcément Provence-Alpes-Côte d'Azur, réfléchir à ce qui s'y passe, comment effectivement ça se joue aujourd'hui, et surtout après, de manière plus générale, faire un travail pour élever notre réflexion sur ce que plus largement ce scrutin révèle au niveau du pays entier, et donc notamment dans la perspective, et réfléchir ensemble de la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Donc voilà, donc c'était un peu notre choix et notre souhait effectivement d'avoir vraiment un intervenant qui puisse vraiment nous aider à faire un vrai bon travail de réflexion, à la fois pour comprendre où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on pourrait aller demain au travers effectivement de notre intuition, parce que l'Institut Montagne-Anvers, c'est cette intuition-là, c'est d'essayer d'aider à la fois
la société et effectivement ceux qui y participent, et notamment particulièrement les personnalités politiques, à les accompagner justement à essayer de décrire comment dire, des perspectives qui seraient utiles et utiles pour tous dans la recherche du bien commun. Voilà. Je vous laisse la parole, mon général. Encore très heureux de vous accueillir ce soir. Merci Ludovic, merci Saïd. Plaisir. Et merci à vous tous d'être là. D'abord, je suis un peu touché d'avoir été invité à parler et à m'exprimer devant vous tous sur ces sujets-là, parce que pour avoir participé à d'autres conférences de l'IEPM et du Cercle les années précédentes, vous avez reçu des personnalités prestigieuses et donc je serai très modeste dans mes observations et je décrirai plutôt ce que j'ai vécu et pour peut-être éclairer, je dirais, vu du bas, la vie politique telle que moi je la ressens et je la vis au quotidien. La deuxième chose, c'est que ce qui m'intéresse beaucoup d'évoquer ce soir aussi, c'est l'engagement en politique selon un chemin de vérité qu'on essaye de suivre et qui est dans la ligne du cercle Montalembert, pour ma part, en tous les cas, fondé sur la doctrine sociale de l'Église, qui permet d'éclairer un petit peu tout notre cheminement. Alors, Ludovic, tu m'as demandé pourquoi je me suis lancé en politique. Alors d'abord, je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein d'autres militaires. D'ailleurs, Frédéric et moi avons un camarade de promotion qui a été élu, mais qui se sont lancés comme tête de liste. Il y en a eu pas mal aux dernières municipales, mais finalement très peu d'élus. Bon, c'est très curieux, je ne m'y étais absolument pas préparé, puisque moi, après ma carrière militaire, en fait, j'ai créé une société de conseil. Et simplement, en parallèle, je m'installais à Carpentras, où nous avions décidé de nous replier, moi qui suis breton, mais ma femme étant provençale, voilà. Et donc, à Carpentras, je découvre finalement la France profonde, les villes moyennes, la fameuse rupture, fracture sociale, numérique, économique que l'on constate, que l'on entend, décrite à la télévision. Là, moi, je la vis. Saïd, qui a œuvré dans certains quartiers de la ville, ça sait très bien de quoi je veux parler, et ça fait mal au cœur. Oui. Donc on se dit, mais on ne peut pas rester comme ça, passif et simplement à critiquer, il faut faire quelque chose, on doit s'engager. Et donc je me suis petit à petit mis à rencontrer les uns et les autres, les autorités politiques de gauche, de droite, tout le monde. Je ne connaissais personne puisque je débarquais. J'ai fait le tour complet des anciens et nouveaux élus. Que ce soit au niveau de la municipalité, que ce soit les députés, que ce soit sénateurs et autres, les préfets, sous-préfets. Bon. Et la première chose que j'ai constatée, c'est effectivement la dispersion et le besoin d'avoir un cap et peut-être de ressouder ces partis éclatés qui sont incapables de se parler parce qu'il y a des frontières partisanes sur lesquelles je reviendrai. Et donc, petit à petit, a grandi en moi cette idée que je pouvais peut-être trouver cette voie de l'union. Mais j'ai été aussi poussé, aiguillonné, il faut le bien dire, par Marion Maréchal, auprès de qui d'ailleurs j'œuvre pour son école. Et je donne des cours sur la défense, je ne suis pas le seul d'ailleurs parmi nous là. Et Marion qui régulièrement me disait, mais c'est bien, tu as eu des responsabilités, tu as une expérience, maintenant il faut la mettre au service de tes concitoyens. Donc effectivement, ça m'a vraiment donné l'idée d'y aller. Bon, alors du coup, je me suis lancé au départ tout seul. Et puis, évidemment, dès qu'on apparaît dans le paysage, on est tout de suite bombardé, repéré. En plus, un extraterrestre un peu pour Carpentras, le Parisien, le général. On m'appelle le général, encore dans Carpentras. Bon, enfin, voilà, donc ça fait un peu bizarre. Et du coup, les adversaires potentiels se sont intéressés à moi et donc m'ont approché, que ça soit, enfin, pas adversaire, concurrent ou personne qui pouvait compter et qui avait envie de s'engager. Et donc, j'ai eu à la fois d'un côté le candidat potentiel du Rassemblement national et le candidat potentiel LR avec son mentor Julien Aubert qui se sont approchés de moi. Donc ça partait bien et je me disais on va peut-être y arriver. Je suis peut-être le troisième homme qui peut faire le lien. Bon, mal m'en a pris parce qu'en fait
tout de suite, il y en a un des deux, Hervé Despinot, qui a le candidat du Rassemblement national, qui m'a tendu la main. Et là, question, vous dites oui, mais ça veut dire est-ce que vous fermez la porte à l'autre? Évidemment, donc en permanence, il faut essayer de laisser toujours la porte entrouverte. Mais en fait, donc j'ai dit oui, mais en réalité, tout de suite, le parti des Républicains a refusé toute main tendue et a dit on va se lancer et on verra au deuxième tour. Donc moi, je me suis dit, bon, finalement, c'est normal. Le premier tour, c'est un tour pour voir. Il faut qu'il y ait toutes les représentations le plus possible qui puissent se présenter et on verra au deuxième tour. Donc cette campagne s'est déroulée avec des points positifs et des points négatifs. Les points positifs que je retiendrai, qui m'ont vraiment passionné, c'est le contact avec les gens. Alors, je me suis escrimé à faire du porte-à-porte. Tous les jours, je faisais 3 heures de porte-à-porte, accompagné. C'est courageux. J'ai sonné à 6000 portes. J'ai rencontré donc 60% de la population. Donc, c'est pas 100%. Mais bon, faut faire les kilomètres, il faut marcher, il faut aller voir, il faut sonner, il faut discuter entre 1 minute et si on sort ferme et 5 à 10 minutes pour les plus sympas, y compris à boire le thé avec des familles qui, bien sûr, pour qui c'est important. Et donc, on y va. Ça, c'est vraiment très positif parce que vous vous rendez compte vraiment de la problématique qui se pose aux gens, des questions concrètes, de la manière dont ils vivent et finalement de la misère, parce que Carpentras, c'est comme le Vaucluse, mais surtout Carpentras, c'est une ville vraiment très pauvre, il n'y a pas d'industrie, il y a un chômage qui est énorme, en particulier des jeunes, il n'y a pas d'école. Donc, c'est vraiment une ville qui est malheureusement au cœur d'un très beau pays, mais qui a été abandonnée par les politiques successives et qui fait qu'elle est vraiment au fond du trou. Et en plus, dans laquelle il y a une population immigrée de l'ordre de 35 à 40%, donc qui est devenue énorme. Donc, et qui se développe évidemment très vite. Et d'ailleurs, ils vous font très vite sentir, puisqu'ils viennent vous voir, les représentants plus ou moins des communautés, qui viennent vous voir en disant, mais vous savez, nous, c'est 5 enfants à chaque génération. Hein. Donc, dans 5 ans, attention, le droit de vote, etc. Bon. Voilà, donc, vous le sentez, vous le voyez, vous le touchez du doigt. Ça, c'est vraiment le point positif. Plus, évidemment, tous ceux qui s'engagent à vos côtés, l'équipe que vous constituez, même si ce n'est pas évident de trouver. On trouve des très jeunes. J'ai trouvé hein, des jeunes de 18 à 25 ans. Et ensuite, on trouve des retraités. Mais évidemment, le milieu, les gens qui bossent, d'abord, ils bossent en général loin, puisqu'il n'y a pas de boulot à Carpentras, donc ils vont loin, même si leur famille est restée là. Et puis, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est un peu le point difficile. J'imagine que je ne suis pas le seul. C'est un peu partout, en politique, en associatif. On a du mal à trouver les cadras ou les quinquas. Hein. Ça, qui seraient des gens intéressants à avoir. Les points négatifs, c'est les partis et les médias. Les partis, c'est triste parce que je pense que notre système politique, au moins au niveau national, repose sur les partis, mais au niveau local, ça n'a pas de sens, ces barrières, puisque ce sont les personnes qui, autour d'un projet très concret, faire revivre une ville, la développer, installer des écoles, faire du développement et du lien social dans les quartiers, faire en sorte qu'il y ait de l'éducation. Enfin bon, c'est des sujets qui, à la limite, sont partagés par tout le monde, y compris le Parti communiste. D'ailleurs, c'est probablement la candidate avec qui me suis le mieux entendu, c'est la candidate du Parti communiste qui, elle, œuvre sur le terrain, fait du social, du concret, au-delà des mots. C'est assez amusant d'ailleurs, on est devenus amis, on se voit toujours, c'est assez amusant, on s'est retiré de la politique. Donc les partis, ça a été le point dur, on y reviendra après, et puis les médias, parce que les médias, ça tout le monde le sait, ne cherchent qu'une chose, c'est la petite bête qui pourrait éventuellement faire réagir, faire le buzz, etc. Donc ça, c'est assez désagréable, c'est des raccourcis permanents, et ce n'est pas les communiqués de presse que vous pouvez faire qui font quoi que ce soit. J'en veux pour preuve, c'est que, par exemple, dans la campagne actuelle des régionales sur lesquelles on reviendra après, entre Muselier et Mariani, les deux journaux locaux font un blackout complet sur la candidature de Mariani, ses déplacements, etc. Donc, c'est étonnant. Dès que Muselier se déplace, il y a la horde de journalistes. Dès qu'il y a Mariani, il n'y a personne. Donc, c'est bien voulu, c'est bien intentionnel. Donc, on sait qu'on est le candidat contre l'intelligentsia des médias, et ça, c'est bon, il faut le savoir. Quelque chose qui est très fort, un enseignement, c'est que, pour moi, en tout cas personnellement, c'est que ça endurcit. Parce que la politique, il faut, même si elle est locale et que les risques étaient quand même très mesurés sur le plan personnel et autres, hein, rien à voir avec une candidature nationale où les coups sont très durs.
Mais vous savez que vous êtes quand même sur le devant. Maintenant, je ne peux plus me déplacer dans la ville sans être reconnu. Bon, c'est sympathique en général. Mais je veux dire, il y a des moments où vous avez envie d'être tranquille dans votre vie. Voilà. Mais, donc, et la famille est associée, évidemment. Hein. Donc, tout le monde, mon épouse, etc. Donc, il faut le savoir. Et donc, les critiques, évidemment, fusent bas en général. Bon. Mais c'est pas, faut que ça glisse, en fait, et c'est ça qui mérite endurcissement. C'est des choses qu'on n'a pas connues dans la vie militaire. Dans la vie militaire, quand on s'exprime, on est dans la verticalité. Le chef parle à ses hommes. Évidemment, il doit créer cette cohésion, mais on n'est pas en horizontalité comme en politique, où là, c'est plus du tout la même chose. On est dans le débat. Donc, c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait au fur et à mesure. Et alors, cette campagne a été très sympa, et puis tout d'un coup, la crise du Covid, et là, tout a dérapé en les 15 derniers jours, puisque en gros, les élections, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est le 20 mars ou le 15 mars, et à partir de début mars, ça y est, dès février, on commençait à s'inquiéter, élection, pas élection, elles ont été maintenues, mais là, franchement, les 15 derniers jours ont été horribles, on ne pouvait plus rien faire, plus de réunions, on sentait que les gens, ça y est, se détournaient complètement de cette élection qui est pourtant une élection que les Français aiment. En général, la ville, à Carpentras, il y avait 70% d'électeurs, de gens qui ont voté en 2014, pardon. Et en 2020, 39% sont allés aux urnes seulement. Wow. Donc, et ça, c'est vraiment donc un choc. Du coup, on voit aussi que les écoutilles se sont refermées et les gens se disent en temps de crise, on ne veut pas de nouveau, on ne sait pas, on va juste laisser les choses en place. Et donc, ça se sentait. Donc, de toute façon, on est arrivé au premier tour, on se disait, bon, ça y est, c'est mal parti, vous ne maîtrisez plus rien. Bon, après, il y a eu le confinement entre les deux tours. Et le deuxième tour, c'était ridicule, puisqu'en fait, bon, il n'y a pas eu de vraie campagne. Donc, le seul intérêt, c'était de pouvoir discuter avec la deuxième liste qui est arrivée derrière moi, donc, puisque moi, j'étais premier. Ensuite, il y avait le maire sortant. Et après, il y avait une liste LR. Les discussions se sont très bien passées. Et la veille de déposer les noms, tout d'un coup, il me dit « c'est fini ». Donc là, je suis très surpris. Et je comprends, sans qu'il me le dise ouvertement, sans qu'il ose l'avouer, en fait, il a reçu les ordres qu'il ne pouvait pas, parce que je pensais qu'à ce moment-là, il allait se retirer au moins. Mais même pas, non, il se maintient uniquement pour me fusiller et faire en sorte que pour la troisième fois, la gauche, alors qu'elle est minoritaire, passe à Carpentras. Donc, ça, c'est le renseignement majeur qui va d'ailleurs se répercuter sur les régionales. C'est que la logique de parti centrale prime sur l'intérêt local et des électeurs en particulier. Et donc, on est prêt à tous les arrangements, à tous les tripatouillages pour faire en sorte que de toute façon, la ligne du parti soit préservée, quitte à ce que ce soit au détriment des électeurs qu'on trompe, puisqu'il y a une majorité qui vote plutôt pour une tendance, et en réalité, c'est l'autre qui passe parce que les partis politiques parisiens ne s'arrangent pas, ne s'entendent pas, ne sont pas capables de s'accorder ou de laisser faire le terrain. C'est tout ce qu'on leur demande d'ailleurs. Voilà, donc une campagne finalement assez au résultat très décevant. Et maintenant, donc, je suis élu à la commune et à l'agglomération. Et là, je découvre, je dirais, l'arrière-cuisine. Et c'est pas très beau. J'avoue que je suis assez écœuré de ce que je découvre. C'est copinage et subvention. C'est tout ce qui compte. Je dois être le copain pour avoir des postes. Et je m'assieds sur tous mes principes pour obtenir une subvention. Que ce soit les associations, que ce soit les collectivités. Tout le monde est pareil. Donc, c'est très décevant, surtout au niveau de l'agglomération, dans la mesure où l'agglomération, c'est un peu l'Union européenne au niveau local. C'est-à-dire c'est une instance que personne ne comprend, que les gens ne connaissent pas, dans laquelle les élus peuvent faire ce qu'ils veulent de toute façon, ils ne sont quasiment pas responsables ou ils ne sont pas visibles. On connaît son maire, on ne connaît pas son président de l'agglomération quand il est différent. Et donc, tout se passe dans des ententes internes entre maires qui se sont distribués des postes dans les syndicats mixtes des eaux, des ordures, etc., d'aménagement du territoire, ou des postes de vice-président. Le but étant que chacun touche un petit salaire. Évidemment,
ça parle parce qu'on est dans un coin pauvre, essentiellement agricole. Les retraites de nos agriculteurs, on les connaît. Donc, quand vous donnez une indemnité de 1 300 € à un élu, en plus de sa retraite, c'est énorme. Donc, c'est ça qu'il faut absolument attaquer, remettre en cause. C'est ce système qui finalement repose simplement sur le copinage et les subventions, les indemnités, etc. Par ailleurs, moi, ce que je remarque, vous prenez un dossier, quel que soit le dossier qu'on va traiter à la commune ou à l'agglomération, école, route, tourisme, installation d'une entreprise, vous êtes obligé de le faire voter, délibérer, instruire par des fonctionnaires à la commune, à l'agglomération, au département et souvent à la région, voire à l'État, quand il s'agit d'une grosse opération. Et ça, donc, vous avez ce même dossier qui est instruit donc par des fonctionnaires qui mettent des avis, et ensuite voté par toutes ces collectivités, successivement. Donc, c'est affreusement lourd, dispendieux, inefficace, et en plus, surtout, déresponsabilisant. Voilà, moi, je pense qu'il y a un gros boulot à faire. En fait, toutes les réformes qui ont été évoquées depuis 20 ans, hein, sur le fusionnement, sur la suppression d'un niveau, sur le fait que les mêmes élus pourraient être dans plusieurs assemblées, etc., rien n'a été fait. Et au final, la gabegie continue et la seule réponse à toute dépense nouvelle est un impôt supplémentaire ou la hausse des taxes. C'est impressionnant. Et dans l'opposition, c'est extrêmement frustrant puisque nous sommes 9 élus à la commune, 5 à l'agglomération. En fait, on n'a aucun pouvoir. Et les commissions ne sont là qu'à titre indicatif. Donc, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Donc, voilà. Bon, moi, ça m'intéresse parce que je suis présent. Je suis l'aiguillon qui embête et je reste à l'écoute pour la suite, non pas pour moi, mais ce que j'aimerais bien, c'est évidemment susciter des vocations parmi des gens plus jeunes qui veuillent s'engager. Il y en a, bien sûr, mais c'est vrai que c'est prenant, c'est chronophage, donc c'est pas évident. Et puis, il faut que la famille accepte que l'engagement de la personne, on le sait bien, il y en a plusieurs qui sont élus ou qui ont été aux élections, qui le savent bien. Voilà pour mon engagement. Merci, mon général. En fait, pour aller plus loin, en fait, on comprend bien les enjeux, les problématiques que vous avez pu rencontrer justement dans ces jeux politiques. Effectivement, on voit bien effectivement, le rôle que jouent entre guillemets, les organismes centraux sur l'influence que ça peut avoir, notamment sur des élections. On voit bien que là, notamment sur ce qui se passe spécifiquement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, je pense très sincèrement ce candidat d'écologie et socialiste qui a vraiment voulu aller au combat, parce que je pense qu'il défendait une idée, je pense, assez juste de la démocratie, parce qu'en fait, il voulait que les gens qui puissent et soutiennent ces idées puissent être représentés au deuxième tour. Et je pense que c'était très intéressant. Et nous, on se sert nous, Institut Montalembert, qui essayons de faire vivre cette logique de débat démocratique, l'idée, on s'est dit, enfin, on va peut-être sortir pour la première fois de ces problématiques de front républicain, en fait, qui est quelque chose qui est, à mon avis, tout sauf républicain. Mais bon, ça, c'était notre analyse que nous avons pu faire, avec un certain nombre parce que, justement, qu'est-ce que c'est, justement, pour vous, aujourd'hui, la situation de cette élection en PACA au regard de ces événements qui se sont passés cette semaine. Ça nous intéresse de comprendre. Au début, j'ai commencé par dire que moi, ce qui m'intéressait dans la politique, c'est ce qui m'avait guidé, et ce qui m'intéresse dans ce cercle Montalembert, c'est de s'engager en vérité. Et là, très clairement, la réponse qui est donnée par nos politiques, en particulier dans cette élection en PACA, c'est justement la vérité est mise de côté, et ce qui compte, c'est l'intérêt soit de la personne en place qui veut rester en place et conserver sa place, soit l'intérêt des partis qui priment sur la vérité. La deuxième chose aussi qui est en cause dans ces élections, encore une fois liée à nos partis, à la manière dont nos partis voient les choses, c'est qu'on ne raisonne pas en alliance autour d'un programme qui finalement est commun, comme le programme commun de la gauche, on raisonne simplement en barrage face à. Donc, c'est très malsain.
si on était d'accord pour s'allier autour d'un certain nombre de points, même si on n'est pas d'accord sur d'autres points, mais au moins sur les points régionaux, puisque c'est l'objet de l'élection, à la limite, ce serait le cas. Mais là, on sait très bien que Félicia ne partage absolument pas le point de vue de Muselier sur bien des points, y compris sur l'engagement régional. Ils sont même à l'opposé. Simplement, ils veulent faire tous les deux une seule chose, barrage à Thierry Mariani et donc au Rassemblement national. Mais par ailleurs, le Rassemblement national, je vais quand même citer mon cas personnel, Thierry Mariani voulait que je m'engage sur sa liste. Et en fait, le Rassemblement national a refusé. Pourquoi? Et ça va faire rire ceux qui m'écoutent, parce que j'ai adhéré à VIA. Le général est un cateau, proche de Marion. Et donc, en fait, le problème des partis, c'est qu'on doit être dedans, rien que dedans, et on doit être dans la ligne. Donc, et c'est pareil chez les LR. Vous le voyez bien, la difficulté qu'ont des députés qui essayent de s'éloigner de Muselier au niveau local, au niveau régional, parce que s'ils commencent à dire trop de choses, ça veut dire qu'en fait, ils pactisent avec le Rassemblement national. Donc, tout de suite, c'est les procès d'intention. Donc, on a un vrai problème, c'est s'engager en vérité, et deuxièmement, savoir parler avec les autres pour faire adhérer autour d'un projet. Ça, c'est les deux choses qui manquent et qui font défaut. Alors, moi, je suis très inquiet parce que ce n'est pas ce qui va nous réconcilier, ce n'est pas ce qui va réconcilier les électeurs avec le mode démocratique. À partir du moment où les politiques ne montrent pas l'exemple et trichent avec eux en faisant des alliances contre nature ou en se retirant au nom d'un barrage, finalement, ils ne seront pas représentés. Et je trouvais que la position de Félicia, qui était de dire « moi, je ne ferai pas comme Castaner, je serai quand même candidat, j'aurai quand même des élus et je pèserai à ma petite mesure en opposition », je trouvais qu'elle était à la limite plus saine que ce qu'on lui a demandé de faire, c'est de se retirer uniquement pour faire barrage au Rassemblement national, parce qu'en fait, les enjeux sont ailleurs, c'est les présidentielles. Donc, c'est très malsain. Ouais. Voilà. Donc, ça va amplifier le mouvement, je pense, d'abstention, et c'est très regrettable. Voilà. Donc, je suis très craintif sur les chances de réussite de Thierry Mariani, parce que malheureusement, cette idée de barrage aux extrêmes, de front républicain, alors il emploie de moins en moins, mais c'est barrage aux extrêmes, maintenant qu'il y a de plus en plus, finalement, marche encore. C'est impressionnant, avec l'aide des médias, évidemment. Alors, on va jusqu'au bout de la réflexion, parce que forcément, même si on sort de ce focus spécifique sur Provence-Côte d'Azur, qu'est-ce que, pour vous, nous avons enseigné en fait ce premier tour des régionales, au-delà effectivement de ce cas particulier de PACA? Je ne sais pas si vous avez perçu au moins peut-être des choses positives, des choses sur lesquelles il faut peut-être entre guillemets faire la lumière pour justement essayer d'entrevoir des perspectives positives. L'objectif de ce soir étant d'essayer de s'aider pour justement essayer à la fois de contrarier effectivement les mauvaises logiques et d'essayer d'inspirer les bonnes logiques. Alors comment qu'est-ce que je n'ai pas beaucoup de points positifs à en tirer. Il y a par contre une chose qu'il faut qu'on prenne en compte dans toutes les élections qui viennent, c'est la montée des Verts. Alors on l'a constaté au municipal, mais on a eu les ayatollahs des Verts. Je pense que maintenant on va avoir des Verts un peu plus intelligents parce que quand même. Mais le vote vert monte de toute façon. Et il faut absolument que la droite, nous, on se réempare de ce sujet. Il y a plein d'initiatives qui existent, qu'on voit apparaître en France, heureusement, dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à avoir un discours qui réponde à une attente plus ou moins bien formulée, qui fait que les gens se reportent sur les Verts. Alors le problème, c'est que c'est devenu aussi, les Verts, un vote contre, qu'était le vote Rassemblement national, et qu'on voit qui est un peu en perte de vitesse dans les dernières élections. Donc le vote vert est aussi ça. Mais, voilà. Donc ce n'est pas très positif, mais en tout cas, c'est un point à prendre en compte. La deuxième chose que je retire de cette élection, c'est qu'on n'arrive pas à attirer les électeurs. Donc je vois qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont faites sur comment faire revenir les électeurs. Moi, je pense qu'il faut vraiment regarder les choses en face.
Alors, je ne sais pas s'il est temps encore d'ici les élections présidentielles. Moi, j'ai noté un certain nombre d'idées qu'il faudrait essayer de mettre en place. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment à cette question du vote électronique. Je pense que moi, on est tous d'une génération où, évidemment, on se dit non, non, le geste démocratique, c'est fini tout ça. On est sur l'époque des réseaux sociaux. Donc, de toute façon, on est obligé de le prendre en compte. Bien sûr. Et donc, d'une manière ou d'une autre. Or, moi, je fais mes impôts, je fais mes virements de banque, donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas inventer un système qui, en plus, puisse être contrôlé démocratiquement. C'est-à-dire on peut avoir des tuyaux solides, mais qui peuvent être tordus à l'arrivée. Donc, il faut avoir un tuyau solide, auscultable par tous les partis. Mais ça, c'est possible. On peut le faire. Ça se fait dans d'autres pays. Pas le vote par correspondance, par contre. Le vote électronique. Ça, je pense qu'il faut creuser cette piste. Bon. Pour faire revenir en particulier les jeunes, etc. La deuxième chose, c'est qu'on devrait avoir… Tout le monde fait signer une charte aux candidats. Complètement bidon. J'ai fait moi-même signer. Mais c'est complètement bidon, parce qu'en fait, notamment, on met tous casier judiciaire vierge. C'est bidon, parce que le casier judiciaire, alors, je ne sais plus, je ne suis pas un pro, mais parmi les auditeurs, il y en a certainement. Il y a plusieurs niveaux dans le casier judiciaire. Et c'est le premier niveau, le premier volet, le volet A, ou je ne sais pas quoi. Il y a 3 volets. Et là, il y a quasiment pas grand-chose. Or, quand je vois, on en parlait juste avant de démarrer cette session, que se présente aux élections départementales à Carpentras l'ancien maire de Carpentras, qui a été condamné pour violence à l'égard de femmes. Au moment où on parle de féminicide, au moment où on parle de violence faite aux femmes, au moment où on sait que pendant la crise sanitaire, ça s'est multiplié, cet ancien maire qui a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, qui a réussi à faire lever au bout de 3 ans son inéligibilité parce que cette inéligibilité était liée à un droit de visite à sa fille. Évidemment, c'était très sévère. Donc, il a obtenu le droit de visite à nouveau à sa fille. Mais comme les mesures sont liées juridiquement, tout est levé. Donc, il s'est représenté au départemental. Et c'est inadmissible. Et c'est le cas de tellement de gens sur toutes les listes que je pense que si on veut retrouver un intérêt des électeurs, il faut quand même une certaine exemplarité. Donc, je pense qu'il faudrait aller plus loin sur ce volet-là pour… Troisièmement, ça, il faut aller très vite, il faut le décider. Il faut absolument, je ne sais pas si les candidats des partis qui sont représentés parmi nos auditeurs ont mis ça sur la table, mais il faut aller vers cette réforme de l'État qu'on a imaginée. Les gens ne comprennent rien. Ils votent en même temps sur les départementales et régionales. J'ai tenu le bureau de vote pendant toute la journée. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'il y avait les 2 élections. En plus, ils ne comprennent rien. Ce sont des collectivités qui travaillent sur les sujets techniques. Donc, le département… c'est les collèges, les lycées, c'est les régions. Comment voulez-vous que le lecteur s'y retrouve? Bon. Donc, c'est impossible. Il faut absolument aller très vite. Je ne comprends pas ce manque de courage. Bon. Après, il faut, je pense, réfléchir au calendrier électoral. On revient tous les 8 mois, tous les 10 mois aux élections, puisque là, on est déjà à penser aux présidentielles, puis aux législatives, et puis derrière suivront 1 an après les européennes, etc. On recommence à la permanence. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on repense le rythme des élections. Est-ce qu'il faut regrouper? À partir où on a diminué le nombre d'élus, on peut peut-être aussi travailler sur le regroupement de ces élections, en mettant de côté les sénatoriales et les européennes qui peuvent servir à mi-mandat de coup d'alerte. Je ne sais rien, peut-être, il faut réfléchir à ça. Et puis, il y a 2 autres points très importants. La part de la proportionnelle. Ça me paraît, il faut une part de proportionnelle, puisque les gens maintenant ont bien compris que ça ne servait à rien de voter, puisque quand ils sont minoritaires, ils ne sont absolument pas représentés. Donc, il faut réintroduire une part de proportionnelle sans supprimer la prime à la majorité, sinon on ne peut pas diriger. Il faut peut-être la revoir. Et enfin, remettre en vigueur le référendum. Parce que les gens le réclament. Et du coup, maintenant, il faut le savoir, dans 200 communes, mais de semaine en semaine, ça augmente, on invente des systèmes alternatifs complètement bidons, que d'ailleurs Muselier va mettre en place dans la région avec Félicia. On invente un espèce de conseil consultatif à côté de l'Assemblée. À Carpentras, ils ont fait ça pour la commune. Comme ils ne veulent pas discuter avec l'opposition, ils ont inventé une convention citoyenne à qui ils passent toutes les délibérations sur lesquelles ils peuvent apporter un élément. Du coup, ça détourne les gens des élections. Il n'y a pas besoin de voter puisque vous pouvez être tiré au sort ou être nommé dans ce conseil consultatif par copinage. Donc, il faut absolument revenir à un vrai référendum, mais laisser de côté toutes ces initiatives qui tordent notre démocratie, qui est un héritage, un long héritage, on le sait. Bon, voilà. Mais donc, je ne vois pas très bien de points positifs, je suis désolé. En tout cas, des enseignements à tirer, ouais, ça c'est sûr. D'accord. Merci, mon général. Donc,
C'est juste parce que effectivement, ce que vous disiez, effectivement, la question de l'écologie, qui est effectivement un sujet qui intéresse les citoyens de plus en plus. On sent bien. Avec l'Institut Montalembert, on a développé parmi le comité scientifique, entre guillemets, un travail sur l'écologie subsidiaire, c'est-à-dire une écologie qui ne soit pas effectivement quelque chose qui est capté idéologiquement, mais qui soit plutôt avec une approche éthique, et notamment rendant aux citoyens cette capacité justement d'être acteur de sa propre, entre guillemets, responsabilité vis-à-vis de ce sujet. Donc, ça, effectivement, je suis d'accord. Il va falloir au-delà, effectivement, que nous, entre guillemets, on développe des idées, il faudra forcément que le politique, et notamment ceux qui veulent engager aujourd'hui une action politique, s'en saisissent et puissent, justement, entre guillemets, répondre effectivement, aux questions des gens. Donc il y a ça, et puis ce que vous disiez, c'est effectivement le vrai sujet, le vrai problématique. On l'a vu avec tout ce qu'on a vécu avec le confinement et entre guillemets la gestion de la crise sanitaire. C'est effectivement une société qui s'est, à mon sens, qui a réduit énormément les libertés publiques, déresponsabilisé en fait le citoyen. Complètement. Et c'est savoir comment, d'après vous, effectivement, on peut imaginer, entre guillemets, à rendre la société, parce que nous, on a réfléchi, plus subsidiaire, parce que effectivement, c'est cette société subsidiaire qui peut éventuellement faire revivre une démocratie, en fait. On a aussi une question de Francine, ça ne te dérange pas, dans le cadre des travaux d'arrière-fond à réaliser pour faire évoluer cette logique des partis, quel est, à votre avis, sur l'organisation des primaires de la droite? D'accord. Bon, on reviendra peut-être ça après sur. Je la laisse afficher. Oui, tout à fait. Il y a d'autres questions, je vois, qui apparaissent. Là, on bascule sur un peu le niveau national et quelles sont les questions qui se posent à nous. Le problème, c'est que quand on parle d'organisation d'une écologie subsidiaire, tout de suite, moi, ça me fait penser au problème d'éducation, parce qu'avant d'avoir une vraie écologie subsidiaire, il faudrait encore que les gens sachent de quoi ils parlent. Or, le problème, on le sait bien, c'est que notre société est complètement éclatée, est complètement fracturée, déséduquée. Enfin, moi, je constate dans une ville moyenne que connaît Saïd, que vous voyez quand vous allez vous déplacer en dehors de Paris, mais maintenant, je vois que ça gagne quand même pas mal de quartiers aussi, ici en région parisienne. Bon, c'est un centre-ville qui se vide au niveau des commerces. Et donc, ça, c'est un point que, par exemple, Jérôme Fourquet, qui a écrit un excellent livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle L'archipel français, qui décrit l'état de notre société, c'est un point, par contre, qu'il n'a pas développé. Et sur ce point-là, qui est donc d'essayer de faire en sorte que les gens puissent travailler, parler ensemble. Et la crise sanitaire a mis ça en exergue, et les libertés publiques ont été tellement mis sous le boisseau que de toute façon, on ne peut plus aller sur ce champ-là aujourd'hui. En fait, on a un État qui a réussi à détourner les électeurs par une succession de mesures de trahison du traité de Lisbonne à la multiplication des instances, qui a détourné les électeurs de la démocratie et qui, du coup, ensuite peut, dans le cadre d'un état d'urgence, prendre tout un tas de mesures qui mettent de côté les parlementaires. Voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, le problème, c'est que avant d'aller vers la population, il faut déjà remettre en ordre notre État. Et ça, les politiques ont une énorme responsabilité, sauf à passer par une révolution. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nous menace. Soit on a des hommes politiques qui, enfin, prennent le taureau par les cornes, soit on va avoir des fractures de plus en plus violentes auxquelles on assiste et puis qui un jour, pourraient se terminer beaucoup plus gravement. Moi, je suis très inquiet quand je vois la situation de notre pays, puisqu'en fait, on ne sait plus. Il n'y a personne les gens ne parlent pas du tout des mêmes sujets, quoi. Le politique, tous ceux qui se présentent aux élections actuellement sont hors de tous ces sujets et hors du temps. Ne répondent pas à des gens qui, eux, n'ont qu'un seul souci, c'est déjà vivre, c'est déjà élever leurs enfants, c'est déjà faire en sorte qu'ils puissent aller dans un quartier. Des zones de non-droit, on en parle comme ça de façon docte sur les plateaux de télé, mais moi je les vis tous les jours. Il y a 3 quartiers, dont le centre-ville, dans lesquels on ne peut pas aller de façon sûre à Carpentras.
vous avez les guetteurs tous les 50 mètres et qui vous demandent, vous allez où? Donc, vous êtes où là? Bientôt, il faudra montrer sa carte d'identité, son passe sanitaire, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et là, quand vous discutez avec les policiers, parce que moi, quand même, heureusement, je discute avec eux, mais ils nous disent, mais nous, on a reçu les ordres, on ne doit pas y aller. Donc, c'est une petite ville de 30 000 habitants, donc c'est rien. Quand je vois ce qu'a fait Robert Ménard à Béziers, c'est possible, avec de la volonté. C'est dur, mais c'est possible. Donc, voilà. Est-ce qu'on va prendre le taureau par les cornes? Sinon, on risque d'aller vraiment vers des temps de plus en plus difficiles, de plus en plus durs, et on ne se reconnaîtra plus dans notre pays, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est ça les cris qu'on ne perçoit pas. Il y a eu les gilets jaunes, il y en a eu avant, et déjà cris de ce type, mais petit à petit, est-ce que ça ne va pas se multiplier? Et puis un jour, est-ce que ça ne va pas mettre à feu à sang notre quartier? Il ne faut pas oublier l'époque, je ne sais plus quelle est l'année exacte, où il y a eu quand même les banlieues qui sont venues aux Invalides. Là, j'ai vu qu'encore, il y avait quelques bandes, bon, c'est les bandes de racailles, on dit ça, c'est facile à la télé de dire qu'ils sont allés taper sur les jeunes qui se rassemblaient le soir sur l'esplanade. Mais c'était en quelle année? C'était en 2005. C'était en 2005, c'était très violent. Donc, pourquoi ça ne reviendrait pas? Non, je pense qu'on est dans une situation grave que nos candidats n'aiment pas mettre sur la table. Parce que ce n'est pas bien, parce que les médias en ont marre de traiter ces sujets-là, et parce qu'on ne le traite que sur le plan sécuritaire. Et que ce n'est pas le sujet beaucoup plus profond que sécuritaire. Ce n'est pas simplement multiplier les policiers. Il faut reprendre, c'est toutes les lois sociétales, c'est l'éducation, c'est les familles, voilà, il y a vraiment tous les sujets à reprendre. J'imagine que ça fait écho, justement, ce que vous dites, à ce que, finalement, les tribunes de militaires qui se sont forcément exprimées là, ouais, depuis quelques mois. Effectivement, il y a cette... on sent, au-delà des militaires, hein, tous les... que ce soit aussi les policiers, même les magistrats ont fait des tribunes. Donc, en fait, on se rend bien compte qu'il y a quand même des gens qui ont conscience des difficultés, des problématiques, qui essayent d'alerter. Mais comment vous analysez effectivement ces prises de parole? Alors, effectivement, des militaires, parce que c'est emblématique, parce que justement, il y a un droit de réserve. Donc, peut-être nous en parler. Et surtout, au-delà de cette alerte, comment on va agir, on va dire? Alors, cette tribune des généraux et puis toutes les autres tribunes, il y en a eu plusieurs, hein, on fait un peu de bruit, mais beaucoup plus à l'extérieur de l'armée que dans l'armée. Bon, moi, j'ai répondu, j'ai écrit ma réaction, je l'ai publié sur Boulevard Voltaire, qui est lu par beaucoup de gens qui votent, je pense, Rassemblement national, donc ils n'ont pas du tout apprécié mon discours. La plupart des commentaires sont très négatifs. Par contre, sur ma page Facebook sur laquelle je l'ai mis, les gens, au contraire, les réponses sont différentes. Bon. En fait, il y a deux choses. Il y a le fond et puis il y a la forme. On reviendra sur le fond après. Je vais d'abord aller sur la forme parce qu'en fait, les politiques n'ont traité que la forme. Et finalement, on s'est intéressé qu'à la forme. La forme, elle n'est pas acceptable. En tous les cas, pour moi qui ai exercé des responsabilités dans l'armée, Frédéric, je ne sais pas s'il est là et qui m'écoute, j'imagine partage mon point de vue et vous avez remarqué qu'il n'y a aucun grand chef de Pierre de Villiers ou d'autres qui se sont évidemment alliés à cette démarche parce que c'est là où le militaire est très mal connu et je vous conseille un deuxième livre à lire, c'est celui de Bénédicte Chéron sur le soldat méconnu, le soldat ce méconnu, c'est qu'en fait, l'institution militaire est très mal comprise de l'extérieur. On rentre dans l'armée un peu comme en religion. Et ce n'est pas parce qu'on rentre en religion qu'on n'a pas d'idée. Les bonnes sœurs, les prêtres, tout le monde vote. Mais on ne voit pas une manifestation de bonnes sœurs pour dire de leur point de vue politique. Bon, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas le sujet. Donc, c'est l'aspect collectif de la démarche qui n'a pas été simple. Pourtant, j'avais été contacté auparavant pour m'y associer. Donc, c'est ça. Par contre, le fond n'a absolument pas été réglé. Donc, les politiques se sont emparés tout de suite du sujet de forme pour masquer le fond. Et le fond, il est réel. Le délitement de la société, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Donc, c'est vrai. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on fasse une tribune de généraux ou de militaires, de préfets, de juges, de professeurs, de différents, de tout le monde régalien. Alors là,
ça aurait, je pense, eu vraiment du poids, parce que là, on aurait compris que ce n'est pas les militaires contre les civils ou contre les politiques. C'est une prise de conscience générale des gens qui tiennent l'État et qui voient leur État s'effondrer. En fait, c'est ça la réalité. Et ça, c'est dommage. Bon, donc maintenant, il faut répondre à cette question. Oui. Et cette question, elle ne peut se répondre, elle ne peut être prise en main que dans le cadre du taureau privé par les cornes que j'évoquais tout à l'heure, par des politiques qui ont une vraie politique et qui restent fidèles à leur engagement, ce qui n'a jamais été réalisé, puisqu'en fait, on est élu sur une ligne et en général, en permanence, dès qu'on est élu, on cherche à aller attirer les autres. Non, on a été élu, évidemment, contre d'autres. On a fait un choix. Et donc, il faut tenir ce choix. C'est ça le problème. Et pour ça, il faudrait faire comme l'écrit Robert Ménard dans son petit livre qu'il a écrit il y a 6 mois. Il dit je rêve d'un président malpoli. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faudrait quelqu'un qui s'assoit un peu sur ce que disent les médias, sur les réactions des réseaux sociaux, qui tienne la ligne. C'est-à-dire qu'il a été élu et il est malpoli parce qu'en fait, lui, il passe pas son temps à écouter les sondages, la manière dont les gens vont réagir. Il va à son objectif. On verra après au bout de son mandat. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce louvoiement permanent parce qu'on n'ose plus. On n'ose plus. C'est pas facile, hein. C'est pas facile pour l'avoir vécu toute petite mesure sur le terrain au niveau d'une petite ville. J'imagine le poids qui pèse sur un chef politique au niveau national. Mais je pense qu'on attend aujourd'hui, plus qu'un homme intelligent, un homme de caractère. Voilà. D'ailleurs, tout le monde, c'est marrant, a un peu en tête l'image du général de Gaulle complètement idéalisée, et parce que c'était un homme de caractère, et qui a tenu la ligne. Merci, mon général. Donc, je vous propose maintenant, c'est de vous donner la parole pour vous. Alors, il y a eu des questions. Oui. Alors, il y avait l'histoire de la primaire à droite. Bon, moi, je suis très gêné. D'abord, je ne suis pas engagé dans un parti qui est engagé. On parle de primaire chez les Républicains, primaire à droite, pourquoi pas. Bon, moi, je ne suis pas tellement fanat des primaires. Tous ces systèmes anglo-saxons, c'est comme la justice qui est en train d'évoluer très fortement dans un modèle anglo-saxon. Tout doucement, on est en train de nous attirer sur un autre système. Je pense que le premier tour et les présidentielles doivent permettre, au contraire, d'éclore des candidatures qui ensuite, intelligemment, se retrouvent sur la personne qui portera le mieux un projet qui regroupe plusieurs candidats. Voilà, mon point de vue, c'est que je suis contre les primaires. Bon, de toute façon, il n'y a plus le temps d'organiser les primaires. Très concrètement, ça va être, ou même s'ils en font une, ce sera bidon. Donc, d'accord. Surtout que les candidats principaux, d'ailleurs, à droite, ne sont pas dans un parti. Donc, il faut quand même le faire. Donc, ils seront aux primaires, mais sans être… puisqu'on fait, on le sait, hein, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand ne sont plus LR. Alors, là, il y avait quoi comme autre question? Ah oui. Sur la dernière, c'est… Il faut voter RN. Il faut voter RN. À la fois renforcer le RN et par négociation, par interface, essayer de faire mitiger certains points économiques. Enfin, une alliance avec la droite hors ligne. Oui, alors bon, moi, je ne vais pas me prononcer sur ce que les uns et les autres doivent voter. Ce qui importe, c'est que si un parti porte une ligne qui est peut-être décrite dans la question qui est posée là, c'est-à-dire qu'effectivement, les sujets de sécurité, les sujets d'éducation dans les banlieues, de remise en ordre, etc., bon, peut-être que c'est le RN qui le porte, mais ce n'est pas le seul. Ce qu'il faut ensuite, c'est que ce parti, pour qu'il puisse gouverner, soit capable de s'entourer, de s'allier, d'attirer. Et c'est ça le problème aujourd'hui des partis, c'est que ce sont des partis fermés. Moi, c'est ça que je dénonce. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt justement la différence entre faire parti et faire mouvement en fait? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, très différent en termes de… C'est-à-dire que c'est d'abord justement un mouvement qui vient des gens plutôt que d'un mouvement qui vient d'en haut en fait, où il faudrait, même dans la proposition de faire partie, de faire renouveau en votre cohérence politique, il faudrait d'abord et avant tout repartir des gens et de reconstituer une sorte de mouvement. Oui, mais ça, c'est idéal et c'est à long terme. On est d'accord. Parce que là, la question, elle est court terme, puisqu'on parle des élections du jour ou des présidentielles. Le problème, c'est que la question est bien posée, parce qu'elle dit il faudrait, je ne sais pas qui pose la question, mais Francine, voilà, elle dit très justement qu'en gros, sur les sujets d'ordre général de notre pays, la ligne est bonne, et que sur d'autres sujets, il y a des progrès à faire. Et même sur les sujets d'ordre général
le RN a changé sa position. Quand je vois qu'elle ne veut plus, Marine a annoncé qu'elle ne voulait plus quitter la CEDH, je ne la comprends pas. Parce que justement, on ne peut plus avancer. On est bloqué par le bas et par le haut. Donc, il y a un moment, il faut savoir faire comme les Anglais et dire non. Voilà. Le problème, c'est ça. Donc, mais bon, ça, c'est un choix stratégique qu'elle a fait, j'imagine. Mais qui, à mon avis, perturbe ses électeurs. Parce que je comprends qu'il y en a qui s'éloignent maintenant. Du coup, qui sont écœurés, mais du coup, ils ne vont plus voter. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il dit chez Jean-François Delannoy? Ça, c'est Jean-François Delannoy. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, le coup des guetteurs. Oui. Vu ce qui est décrit, quartier guetteur, Magouille, etc. Aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? Combat, compagnon, actrice, pourquoi dire obliquement? Je n'ai pas très bien compris la question. Oui, je n'ai pas très bien compris non plus la question. Si tu peux reformuler la question, s'il te plaît, merci. Sinon, on peut prendre des questions directement. Oui, en oral. Je salue Monsieur Jean Maher, François. Si vous avez des questions, démutez directement, s'il vous plaît. François. Oui, j'ai une question. On prend M. Jean Maher, François. Si tu peux muter ton micro. Oui, j'ai pris la parole. On va prendre Jean. Oui. Vas-y, Jean. Oui, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur le Général, sur des personnes qui ne sont pas membres de parti, mais qui montent au sondage de façon spectaculaire, comme Éric Zemmour ou par exemple Jean Messia qui commence un peu à prendre un pourcentage incroyable. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a des personnalités dans le brouillard dans lequel nous nous trouvons d'ici, je dirais, Noël, en gros. D'ici Noël, dans ce brouillard, vont émerger des personnalités, du moins je l'espère. Parce que ces personnalités, si elles ont un discours justement qui n'est pas un discours partisan, qui est un discours très clair, qui répond aux attentes des Français, c'est-à-dire qui parlent concrètement de leurs problèmes, et ça, Éric Zemmour sait le faire, Jean Messia aussi, puisque vous évoquiez ces personnalités-là. Ces personnes sont capables de dire ce que ressentent les gens, et si en face, ils arrivent à mettre des réponses simples, pas compliquées, simples, surtout pas des réponses d'appareil, c'est vrai que ça peut constituer une force de départ. Simplement, il y a un moment, c'est là où je ne sais pas comment vont réagir les partis, il y a un moment où ils auront besoin de s'entourer, parce que sinon, ils ne perceront pas, ils ne dépasseront jamais les 10-15% sur lesquels on les met aujourd'hui, et c'est le vrai problème. Donc, il y a un moment, il faut rassembler. Et comment on rassemble contre les appareils? C'est un peu le problème d'aujourd'hui, sachant que des campagnes présidentielles, c'est comme les régionales, c'est des campagnes qui ont besoin de beaucoup d'argent. Donc, il faut des appareils souvent. C'est vraiment tel que c'est organisé. Vous voyez, la campagne en PACA, c'est près d'1 million d'euros. Une campagne présidentielle, je ne sais pas quel est le montant, mais ça doit être de l'ordre de 20 millions ou un truc comme ça. Merci. François? Oui, une anecdote avant de poser ma question. Quand on demandait au général de Gaulle, on lui disait de temps en temps, mon général, vous savez, si on fait cette mesure, les Français risquent d'être mécontents. Il disait, bon, et alors? Oui, tout à fait. Voilà. Le problème, c'est de tenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, François, le problème, c'est qu'on le voit, très vite, le pays peut être bloqué. Aujourd'hui, on le voit. Donc, comment on tient face à des grèves organisées par des syndicats très minoritaires, mais qui sont capables de bloquer notre pays, et qui, en plus, vont essayer d'attiser les divisions et donc les quartiers pour grossir, alors que les quartiers n'ont rien à voir avec les problèmes qui seront posés sur la table, mais simplement ils vont les attiser pour faire en sorte qu'il y ait la violence généralisée et que du coup le gouvernement plie. Voilà. On sait que de toute façon, moi j'en suis persuadé, vu l'état de notre pays, quel que soit le candidat, soit il se couche comme tous ceux qu'on a eus jusqu'à présent, et j'ai peur que les candidats officiels de l'intelligentsia politique soient du même acabit, ils se coucheront. Soit on a quelqu'un qui dit « moi je vais sur la ligne », du coup le pays va aller au blocage,
c'est fait, c'est évident. Si on veut aller jusqu'au bout des réformes qu'on doit faire, si on veut vraiment faire passer des mesures sur l'immigration, sur les réformes de la justice, de l'école, sur l'ordre dans les quartiers, etc., on le voit bien, eh bien, on va aller au blocage. D'accord ? Je suis pas sûr. Blocage du Parlement, blocage des syndicats, blocage des corps intermédiaires, blocage de la Cour constitutionnelle. Donc, il faut le savoir, il faut l'anticiper. Il faut que le candidat qui a un vrai projet de rénovation, de refonte complète de notre pays, sache qu'à un moment donné, il doit, dans les 6 mois, puisse dire, bon, ben, puisque c'est comme ça, c'est soit l'article 16, soit je m'en vais. Je ne suis pas certain qu'on soit obligé d'en être là. Je pense que tous ces grands axes stratégiques, de toute façon, devront être confirmés par référendum. Ah oui, d'accord. Stratégique, à ce moment-là, il balaye les intelligences, il balaye la presse, il dit le peuple a parlé, oui. Je vais de l'avant. Et à ce moment-là, il a la légitimité pour aller les affronter. Éventuellement. Il y a des changements institutionnels importants à faire. Voilà. Comment ? Il y a des changements institutionnels importants à faire. Voilà, c'est ça. Alors, ma question, ça portait sur la question de l'abstention, etc. Je te demande si, en fait, ce n'est pas une question assez perverse, finalement, parce que les mêmes politiques ou les mêmes gouvernements qui disent « Ah, l'abstention, etc., etc. » ne sont pas ceux qui inoculent la maladie du sommeil en même temps. Je vois le cas de Hollande, qui était un spécialiste pour endormir les gens. Et Macron fait exactement la même chose. Il fait de la communication à bas bruit. Moi, je comprends très bien. Il n'a pas du tout intérêt à assumer la fonction tribunicienne parce que si ça se réveille, il risque de se prendre la grosse vague dans la figure. Il va faire que de la petite com. Et ils vont, je pense que cette idée de brouillard dont tu parlais tout à l'heure, elle est entretenue volontairement. Si finalement il n'y a plus que 5 Français qui votent en France la présidentielle et qui est élu par 3 Français sur les 5, mais ça ne lui posera aucun problème. Donc je me demande s'il y a, en fait, on lutte pas contre un phénomène beaucoup plus complexe que simplement l'abstention des Français qui en ont marre, mais si ce n'est pas volontairement entretenu, comme c'était à l'époque du communisme, où il fallait que les gens n'aient plus envie de rien, en fait, et envie que de dormir et de bidouiller dans leur petit coin. On est exactement dans une situation de cette nature, à mon avis. Oui, d'accord. Je partage ce point de vue sur l'observation de l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mais est-ce pour autant qu'il faille le maintenir? Donc, il faut bien qu'on trouve des solutions pour en sortir. Non, je dis ça. Bien sûr, je suis d'accord avec la réponse, mais je dis le constat, en fait, c'est qu'ils ne le subissent pas. Ils l'entretiennent. On sera dans un système de brouillard de cette nature jusqu'à la présidentielle. On a parlé pendant 1 an que des masques, de ça pendant 1 an. C'est ahurissant. Donc, c'est totalement entretenu, en fait. Totalement entretenu. Bien d'accord. Merci François. On va prendre une autre question. Il y a le général Bett qui a aussi levé la main. Merci. Oui, merci Bertrand de tout ça. Je partage évidemment, sinon 100%, 99,5%. Il dira le 0,5 dans le secret de ton cabinet. Non, mais je crois c'est plutôt des observations et des remarques. La première, qui n'est pas la plus importante, mais quand tu disais que tout à l'heure, nous ne faisions rien contre l'insécurité, pour remettre l'éducation, pour remettre l'église au milieu du village, la culture au milieu des soucis, etc. etc. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'elle est idéologique chez la plupart de nos gouvernants, quel que soit leur parti. Et la deuxième chose, c'est que celui qui fait ça, et tu le disais très bien tout à l'heure, celui qui fait ça, il déclenche non pas la guerre civile, mais il déclenche le blocage complet, il risque de déclencher le blocage du pays pendant un temps. Ouais. Et donc, tant qu'on n'aura pas, comme tu le disais, quelqu'un de caractère et qui aura le courage, j'ai vu dans l'exercice de mes responsabilités des non-reconnaissances de la menace et du danger, je ne citerai pas par devoir de réserve, mais des trucs hallucinants sur le thème « Non, vous exagérez, la menace n'est pas aussi importante, circuler, il n'y a rien à voir, et de toute façon, on ne peut rien faire sans déclencher la guerre civile. Ouais. » Et donc,
On est malheureusement aujourd'hui à ce niveau-là et à ce stade, d'où les tribunes des généraux, et ce sont des choses que, là, si on faisait un référendum, on n'aurait pas 68% d'abstention, mais on aurait 68% de gens qui seraient d'accord avec ce constat et avec cette nécessité de faire les choses. Et donc, ça m'amène à ma deuxième remarque. Je pense qu'on est aujourd'hui, avec le politiquement correct, avec le poids des médias, avec la censure, avec le totalitarisme des lobbies, nous sommes arrivés, je pense, à la fin de vie ou à une fin de vie des partis politiques. Simone Weil, la grande, la philosophe, le disait déjà en 1940, avec les mêmes raisons d'ailleurs. C'est-à-dire que le parti, il finit par tourner autour de lui, il finit par tourner autour de la cooptation, autour du copinage, autour du « il me faut de l'argent pour vivre et donc je dois souscrire et me soumettre », etc. etc. Et je crois qu'on est arrivé aujourd'hui dans notre France, mais pas que dans notre France, à ce stade et à ce niveau. La meilleure preuve, c'est que Macron est arrivé d'une manière bizarre, c'est que Valérie Pécresse est en dehors des Républicains, c'est que Bertrand est en dehors des Républicains. Tout le monde comprend bien que ces partis politiques n'amènent plus à l'endroit que l'on recherche. Et donc, je pense que, troisième partie de mon intervention, je pense que ce n'est pas la solution, parce qu'il n'y a pas de solution, mais la voie qu'il faudrait rechercher, c'est justement des hommes et des femmes, enfin des hommes et des femmes de caractère, qui savent réfléchir, qui font le même constat que nous et qui ont à peu près les mêmes idées sur le bien commun, sur l'éducation, sur l'identité, sur la culture, sur que sais-je encore, se mettent ensemble et acceptent de discuter ensemble. Alors, il y a une époque, on parlait de l'union des droites. Je ne crois pas que ce soit la solution, parce que dès lors qu'il y aura un parti, on retombera. Mais quand on parle individuellement à tous ces gens-là, qui s'appellent Julien Aubert, qui s'appellent Retailleau, qui s'appellent Wauquiez, qui s'appellent Ménard, qui s'appellent Machin, qui s'appellent Villiers, j'en sais rien, que sais-je encore, et qu'on leur dit, mais bon sang, bonsoir, parlez ensemble. C'est ça qu'il faudrait faire, c'est que tous ces gens-là, plus nous, plus les uns et les autres, nous parlions ensemble pour échafauder un vrai programme qui ne soit pas un vrai programme de gouvernement style Premier ministre, mais un vrai programme de gouvernance. Avec des vrais objectifs stratégiques sur le bien commun, sur ce qu'attendent les populations, sur ce qu'attendent ce dont ont besoin les gens en ruralité comme en ville, mais d'abord en ruralité parce que c'est ceux qu'on ne prend pas en compte, etc. Et je pense que s'il sortait de cela un courant de pensée et un courant d'action, je pense que, ça inciterait peut-être davantage de gens à prendre part au vote, et je pense que ce courant pourrait réunir et peser. Et une fois qu'il pèserait, à ce moment-là, on se rapproche des partis existants pour leur dire, voilà, nous, on pèse quelque chose, on a une capacité à vous aider à faire un programme de gouvernement, à vous aider à gouverner avec des idées simples, comme tu le disais, hein, et puis à faire plier ces partis qui s'appellent le Rassemblement national, ou qui s'appellent les LR, qui sont complètement totalitaires dans leur idée et dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Je pense que c'est peut-être vers ça qu'il faut réfléchir. Toi, tu l'as fait à Carpentras de manière exemplaire sur le plan communal. Non, mais ça n'a pas marché, ça a été un échec, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça n'a pas été un échec de ton fait, ça a été un échec du fait des autres qui n'ont pas accepté et qui n'ont pas accepté de reconnaître. Mais voilà, alors on en a parlé plusieurs fois avec Ludovic de cela. Moi, j'en ai parlé avec quelques-uns des gens qui peuvent peser. Alors, j'ai une inquiétude depuis ce premier tour des régionales, c'est qu'un parti qui s'appelle les LR est persuadé, ça y est, de sortir du bois et de sortir de la crise dans laquelle il est depuis 6-10 ans, et donc de ne plus accepter. Mais pour avoir discuté avec des députés de ce parti il y a un mois, j'ai senti des gens un peu désemparés.
quand je disais que les LR étaient voués à l'implosion ou à la trahison, mais ça, la trahison, on a l'habitude, mais en tout cas à l'implosion, ils étaient d'accord. Alors maintenant, malheureusement, avec le résultat des régionales, je crains qu'ils reprennent un peu du poil de la bête et qu'ils soient moins désemparés. Mais voilà, c'est une petite impression que je voulais apporter. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Frédéric, notamment à la fin sur le fait que je pense que les LR s'illusionnent et les médias les aident bien sur le fait que, soi-disant, ils reprennent du poil de la bête. Il se trouve qu'on reconduit les gens qui sont en place. Donc, naturellement, ils étaient en place. Donc, du coup, ce n'est pas pour autant qu'ils gagnent des points. Hein. Ils n'en gagnent pas en termes de voix et ils diminuent. Et puis, la deuxième chose sur laquelle, par contre, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on arrive à travailler, à avancer, c'est l'idée de plateforme que tu évoques, où on arrive à rassembler un certain nombre de gens. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de cercles comme équivalents au cercle Montalembert. Et donc, je pense que ce serait… Mais comment fédérer tout ça? Comment se parler? Je voudrais dire simplement que cette idée de plateforme, c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de construire avec nos tables rondes. C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire. Oui. Sauf que ça prend du temps. Et c'est tout à fait ça. C'est l'esprit. On a Emmanuel du cercle. Pardon, je termine. Effectivement, il faut les faire parler ensemble. Mais quand on leur dit individuellement, moi, c'est ce qui m'a été répondu quand même. Mais bon sang, sortez de vos égos et de vos rails et parlez ensemble. Il n'y a pas beaucoup de feuilles de papier à cigarette qui vous séparent, parlez-en. Et on nous répond, mon général, mais on est complètement d'accord, allez, faites-le. Ils ne veulent pas parler ensemble parce qu'ils ont peur d'être pris par les médias, ils ont peur d'être vus par le voisin, d'être condamnés par le voisin, etc. Et ils nous disent, moi c'est ce qui m'a été répondu à plusieurs reprises, mais mon général, allez-y, si vous le faites, on vous suit. Et attendez, vous avez 40 ans de politique derrière vous, moi j'ai 40 ans d'armée, je sais commander des hommes, je ne sais pas faire… Voilà. Alors, Emmanuel va intervenir là-dessus, justement. Moi, ma question, c'était sur Zemmour, parce que je vois qu'il y a une question de la comment vous percevez l'émergence de Zemmour sur la scène politique et comme c'est quelqu'un qui n'est pas dans un parti politique, est-ce que pour vous, c'est une personnalité intéressante qui pourrait fédérer? Il fait partie des possibles. C'est certain qu'il a une personnalité qui est très étonnante, très intéressante. Il a une culture incroyable. Il a une vision de la France sur laquelle je pense on doit pouvoir se retrouver. La question, c'est est-ce qu'il est capable de porter ce projet et de rassembler, comme disait Frédéric tout à l'heure, tout un tas de gens qui seraient prêts à aller autour de lui et construire ce gouvernement de demain? Je ne sais pas. Je ne le connais pas assez, moi. Je l'écoute sur CNews. On boit tous du petit lait et ce n'est pas la même chose que de gouverner. Mais peu importe, moi je pense que c'est l'intérêt de cette période. Moi j'ai toujours en tête Reagan, qui a été élu président des États-Unis. Alors il avait été certes quand même président de Californie auparavant, ce qui n'est pas rien puisque c'est à peu près la France. Un État immense. En termes de PIB, etc. Mais on sait d'où il vient. Et simplement, cet homme, il avait du caractère et il a su s'entourer. Voilà. Donc, Zemmour a probablement le caractère. Est-ce qu'il sait s'entourer? Je ne sais pas. Parce que je pense que lui-même découvre. Voilà. Pardon, je reprends la parole. Mais je pense que Zemmour, en dehors du personnage dont on ne sait pas ce qu'il est capable de faire s'il tombait dans ce potage, Zemmour faisait ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette espèce de plateforme, et qu'il s'entourait et qu'il arrivait non pas en disant « je me présente à la présidentielle », mais avec un tel, 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 nous avons une idée de ce que nous pourrions faire de la France. Là, ça aurait une autre résonance. Il y avait Philippe de Saint-Germain, c'est ça? Oui, il y avait Philippe peut-être. Philippe? Il est plus loin à gauche. Oui, je suis là. Philippe, tu peux démuter? Oui, ça y est. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. Bon, écoutez, oui, merci mon général. Moi, je pense qu'on a balayé quand même un très grand nombre de questions. Moi, et de sujets. Je voudrais vous pousser peut-être dans vos retranchements
à travers cette question plus concrète. Vous avez fait l'expérience par le bas, de terrain, de la fracturation de la société, d'une société qui est donc à reconstruire. Vous avez fait l'expérience aussi du blocage de la responsabilité politique, en identifiant le verrou de la domination du système des partis sur l'exercice quotidien de la responsabilité politique. Alors, est-ce que vous avez, c'est la question que je pose aux stratèges, une idée qui ira peut-être dans le prolongement de ce que proposait Frédéric Bette, mais comment peut-on casser ce système des partis? Est-ce que vous avez une réflexion un peu plus aboutie sur cette orientation stratégique? Parce que rassembler les gens qui pèsent, rassembler les gens qui pensent bien, bon, c'est encore une idée. Mais est-ce que tactiquement, il y aurait une manière de procéder, de recruter? On a parlé du contact avec un certain nombre d'hommes politiques d'expérience et qui sont peut-être dans leur esprit encore libres. Intellectuellement, est-ce que vous avez réfléchi à cette manière de faire? Est-ce que les parlementaires, par exemple, sont à un niveau de mobilisation, de recrutement intéressant, quel que soit leur parti, puisqu'on a vu que les partis, quels qu'ils soient, de toute façon, sont des machines à empêcher de penser et d'agir librement. Bon. Mais les partis sont toujours des vecteurs de réussite pour exercer une responsabilité politique. Donc, parmi les parlementaires, il y a aussi des élus locaux. Bon, est-ce que ce n'est pas le bon niveau autour duquel il faut travailler pour mobiliser, même en se donnant 10 ans, par exemple, ou plusieurs mandats, quelles que soient les alliances contre nature que l'on verra sous les yeux encore pendant des années et des années? Est-ce que ce n'est pas le bon niveau sur lequel il faut investir? Est-ce que là où la société civile, comme vous la représentez dans une certaine mesure, peut reprendre l'initiative en concertation avec des élus de terrain qui sont libres intérieurement pour proposer une alternative? Oui, j'ai très bonne question. Merci Philippe, mais qui n'est pas évidente parce que d'abord, on parle tout le temps de la 4e République qui était un régime de parti et que la 5e n'est plus un régime de parti. En réalité, les partis pèsent et de toute façon pèseront toujours. On ne peut pas se passer des partis, à mon avis. Simplement, il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure parmi les mesures qu'il faut absolument remettre en place, c'est remettre la capacité du cumul. Il faut absolument que les parlementaires aient un mandat local. On voit bien, regardez Wauquiez, il se refait une virginité et il réapparaît comment? Parce que justement, il est allé sur le terrain, a quitté la partie parisienne et parlementaire des députés pour aller sur le terrain et prendre la direction d'une région et finalement se recrédibilise sur la base d'une action concrète qu'il a conduite sur le terrain. Et donc maintenant, il va pouvoir repartir sur le plan national. Donc il faut absolument faire en sorte que nos élus au niveau national aient un mandat exécutif au niveau local. Ça, c'est impératif et je m'excuse parce que c'est une idée essentielle, je crois, qui est partagée par énormément de gens pour faire ça. Parce qu'en plus, je pense que l'effet collatéral d'une mesure pareille serait que cette même personne qui est engagée dans un parti, qui va voter au niveau national selon la ligne du parti, on le sait, ils sont un peu contraints par ça. Néanmoins, comme il est sur le terrain, au niveau des élections locales, qu'elles soient communales, départementales au moins, là, ce ne sera plus le parti qui pèsera. C'est sa vie concrète, sa vie réelle qui fera qu'on n'aura plus cette barrière des partis qui s'impose. Parce que moi, dans mon exemple concret, ce que je n'ai pas nommé, et qui a bloqué? Quelqu'un qui pense grosso modo comme nous, sur beaucoup de sujets, il ne pense pas comme nous, mais c'est Julien Aubert. C'est Julien Aubert, parce qu'il est dans cette position du ni LREM, ni RN. Et du coup, il est tout seul. La preuve, c'est qu'il s'est même retiré des régionales où il était élu auparavant avec Muselier, mais là, il a refusé d'aller parce que Muselier s'est allié au LREM. Donc, il est ni LREM, il s'est retiré, mais il dit pas de consigne de vote, et donc je laisse. Oui, mais c'est nul. Donc, il faut absolument qu'on sorte de cette logique au niveau des partis sur le plan des élections de terrain. Donc ça, c'est pour ça que je pense qu'un élu, sénateur ou député qui a un mandat exécutif local aura une liberté de parole totalement différente et d'aborder les sujets
qui feront qu'au final, on aura des fractionnements, ou en tous les cas, on enlèvera ces barrières entre les parties. La deuxième chose, je pense que la vie politique, il faudrait qu'on réinvestisse les associations. Parce que comment faire venir des jeunes ou des actifs qui n'ont qu'un peu de temps à donner le week-end ou le soir? C'est par le biais des associations. On n'a pas évoqué un point que Saïd connaît bien sûr. La politique de la ville. En fait, par qui elle est mise en œuvre? C'est des millions qui sont déversés. Mais l'essentiel de la politique de la ville est distribué via des associations. Ça nourrit des associations qui s'engraissent, qui payent des permanents, des locaux, avant qu'un petit ruisseau, au final, arrive effectivement dans le cartable ou dans les activités qui sont proposées aux jeunes. Donc, il faut qu'on réinvestisse les associations. Je pense que c'est un axe fort. Et il faut pour ça… Donc, or, je pense que parmi nous, on a des gens qui sont faits pour aller en politique, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour aller en politique. Il faut qu'on se réinvestisse. On sait très bien qu'on a déserté la justice, on a déserté les écoles, on a déserté le journalisme. Quand je dis on, la droite, globalement, nos amis, nos enfants, on a déserté ce milieu-là. Tout doucement, ça revient. Hein. Les plus jeunes, c'est vrai que je sens que la génération qui vient derrière nous, il y en a qui reviennent dans ces milieux-là. Et les associations. Parce que les associations, c'est elles qui ont finalement pignon sur rue. Il faut voir, moi je découvre ça, c'est qu'en fait, l'État fonctionne en gros à 50% par les associations. La moitié du budget de l'agglomération ou de la ville est distribuée dans des associations. Les missions locales, les CCAS, les centres d'action sociale, ce sont des associations. Tout fonctionne selon le mode associatif. Donc c'est incroyable. Donc il faut réinvestir parce que ce sont des bras armés, ce sont des structures financières et ce sont des structures qui, sur le plan, je dirais, relationnel avec la population, ne portent pas ce visage politique. C'est juste une association qui va rendre un service. Et du coup, on peut toucher les gens par ça. Donc, je pense qu'il faut réinvestir le milieu associatif et c'est probablement un axe qui nous permettra à nouveau relancer les jeunes, les réactiver pour qu'ils s'engagent. Parce qu'aller dans la politique, ils n'ont pas envie d'y aller. Et puis, ils n'ont pas le temps. Je n'ai pas répondu complètement à la vision stratégique qu'attendait Philippe sur ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est une refonte complète de la République, et à mon avis, c'est clair, la Ve République, de toute façon, Chirac l'a enterrée. Donc, le quinquennat. Voilà, le quinquennat, et après, tout le reste a suivi. Et donc, maintenant, il faut réinventer, soit réinventer la Ve, enfin, donc, il faut inventer une Sixième République, c'est clair, pour réinventer un système où, de toute façon, on sait que le président de la République, qui est investi de pouvoirs qui sont totalement, qui sont très particuliers, qui sont d'ordre moral très important pour la survie de la nation, qui engage le nucléaire et d'autres sujets. On voit bien que le président de la République doit être, et c'est ça qu'avait compris De Gaulle, doit être traité totalement différemment de la vie politique qui fait de la gestion. Et le président de la République ne doit pas être dans la gestion, il doit être dans la vision. Et c'est vrai que ça peut-être que Zemmour, effectivement, là, pour revenir sur cette question, pourra porter cette vision. Il l'a décrit en tout cas extrêmement bien dans l'un de ses livres. Je pense que c'est le premier. Toute cette désagrégation de l'État. Et l'autre qui l'explique très bien, c'est Jean-Frédéric, évidemment. Oui. Merci François. Pas oublier ça non plus. Voilà. Je pense qu'on va arriver à la conclusion. Merci à chacun, merci chacune en tout cas. C'était vraiment une soirée vraiment très très riche. Et on est dans l'espérance d'avoir un homme providentiel qui va rallier un petit peu tous ces différentes tensions qui existent aujourd'hui un petit peu dans ce paysage politique. En tout cas, on y contribue dans le cadre du Cercle Montalembert et j'espère très prochainement rassembler un petit peu tous ces noms qui ont été cités autour d'Éric Zemmour en tout cas. Ça fera plaisir. Juste pour conclure, puis effectivement, c'est aussi faire justement comme il disait donc Saïd, l'Institut Montalembert avec ses différents contributeurs scientifiques est en train de finaliser entre guillemets un texte qui est une vision politique pour 2022. Donc c'est un peu justement, c'est pas un texte programmatique au sens gestionnaire,
mais vraiment de me proposer, entre guillemets, un texte qui va effectivement peut-être intéresser quelqu'un qui souhaite porter vraiment un engagement, une initiative particulière. Donc, ce texte est terminé, donc il est prêt, et donc on va le soumettre une dernière fois lors d'un comité scientifique, un séminaire qui regroupe un peu tous les gens qui participent à la vie de l'Institut Montalembert, donc le conseil d'administration, le comité scientifique. Et à l'issue de ce séminaire qui va avoir lieu là, dans quelques semaines, ce texte sera, on espère, public, et il va permettre d'engager une nouvelle période pour l'Institut Montalembert dès la rentrée de septembre, pour justement, à travers et par ce travail intellectuel, aller rencontrer toutes ces personnalités politiques, peut-être même essayer de les faire rencontrer effectivement autour de ce texte, ou peut-être, c'est un peu l'intuition que nous avons, que nous défendons, même en termes de méthode, c'est-à-dire qu'au-delà du texte, vous allez voir, on propose aussi une méthode pour faire vivre ce texte, pour le faire, entre guillemets, le partager, et, parce que c'est effectivement, il y a une vision, mais il y a aussi après, il y a justement comment on suscite entre guillemets, une mobilisation. Et donc, voilà, ce travail est quasiment terminé. Je vous dis donc début juillet, il sera disponible, et on engage dès septembre un nouveau cycle de l'Institut Montalembert spécifiquement dédié donc à les perspectives de 2022 au travers de rencontres de personnalités. Donc, vous allez voir donc un certain nombre d'initiatives qui vont arriver. Donc, on vous donne rendez-vous donc dès septembre pour vivre, j'espère, une année qui sera, à mon avis, de toute manière très particulière. Je pense qu'elle va être, révéler un certain nombre de surprises. Je pense qu'il faut même les anticiper et même être protagoniste de ce qui va se passer. Et je pense que ce soir, c'était un peu, entre guillemets, grâce à vous, grâce à votre témoignage, à tout ce que vous nous avez apporté, ça nous aide à justement nous préparer, parce que je pense qu'on aura une année d'engagement intéressant. Et donc, encore merci, mon général, pour votre participation, puis votre aide dans la réflexion. Donc, je ne sais pas si vous voulez peut-être dire un dernier mot pour conclure. Non, juste dire que s'engager en politique, c'est intéressant, il faut y aller, parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on rend service, et il y a besoin, et les gens ont besoin de service, et ils ont besoin de pouvoir parler avec des gens qui les écoutent. En fait, on vient avec un programme, mais en réalité, les gens ont besoin d'être écoutés, de plus en plus. On le voit bien. Voilà, merci, donc bonne chance à tous ceux qui veulent s'engager en politique. Merci mon général, merci à chacun, chacune. Et puis on vous souhaite un bon été. Et puis comme vous l'avez entendu de la part du président, une rentrée chargée. Et puis on va vraiment focaliser sur 2022 pour les élections qu'on va remporter. On reste dans l'espérance. Soyons positifs. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.